Donc la feuille de présence a circulé. Je précise les procurations que vous puissiez signer. Donc Gérard Béraudy a donné procuration à Françoise Cheroute. Nadine Pourcin a donné procuration à Philippe Pigné. Johan Ramero à Antoine Allegrini. Hélène Janet à Ghislaine Guy. Virginie Artero à Zulika Lamalan. Et Victor Ravaza à Faro Dimitri. Donc Roxane Tibaldi à Julien Bonino. Pardon, j'ai sauté la page. Donc nous avons Marie Duchère absente, c'est ça? C'est tout, sinon tout le monde a donné procuration. Marie Duchère absente? Très bien. Françoise Cheroute s'est proposée pour le secrétariat de ce conseil. Merci à elle et bonjour à vous tous de cette présence au 7 juillet qui est le début des vacances pour certains, ce qui explique un petit peu aussi quelques procurations, mais nous avons le quorum, donc pas de souci pour ce conseil. Nous avons donc à l'ordre du jour 8 rapports, donc c'est un petit conseil. On devrait pouvoir, comme la dernière fois en mai, tenir les délais, puisqu'on avait dit qu'on essaierait d'être un petit peu plus rapide et efficace, tout en gardant un débat démocratique. Mais voilà, toujours cette volonté. D'ailleurs, ça a été apprécié. On a vu que sur le site internet de la commune, certains ont pu dire qu'en effet, des conseils de 2 heures peuvent se suivre, alors que 4 heures jusque-là, ça ne l'était pas tout à fait. Donc le procès-verbal du 26 mai. Est-ce que vous avez des observations avant qu'on passe au vote et une signature derrière après approbation? On peut passer rapidement. Oui, alors Zulika. Florent, tout à fait. Oui, je l'ai vu. C'est pas une fille, c'est un garçon. Donc on va le corriger. Très bien. Monsieur Platon. Je me permets de revenir sur les conseils qui trop souvent dépassent 4 heures. Parce que j'ai regardé, je n'ai pas trouvé de conseil qui dépasse plus de 3h20. Bon, c'est déjà trop long. Hein. C'est déjà important. C'est déjà trop long, mais voilà, pour établir la vérité. Et effectivement, si les rapports sont travaillés en amont au sein des commissions, et s'il y avait un large débat, ça permettrait également d'avoir moins à débattre en conseil municipal. Sauf qu'aujourd'hui, quand même, les commissions se limitent à des réunions d'information dans lesquelles on découvre les sujets, et ce n'est pas des réunions de travail. C'est une réunion de présentation des sujets. Une réunion de travail, ça se prépare à l'avance. Donc il faut avoir des éléments pour pouvoir apporter quelque chose de constructif pendant la réunion. Or, pour l'instant, les commissions, c'est essentiellement des réunions d'information, en tout cas pour les minoritaires. Voilà. Bon, c'est ma remarque. C'est une remarque dont je ne suis pas en accord avec vous, parce que nous prenons le temps de ces commissions qui sont en amont du Conseil, et assez tôt en amont pour justement pouvoir prendre en compte les remarques. D'ailleurs, à ces commissions, nous ne traiterons que des rapports, parce que c'est aussi l'occasion de questions diverses où les techniciens sont là avec les vice-présidents des commissions et qui posent aussi d'autres difficultés dans les réponses à faire. Donc voilà, vous n'êtes jamais satisfait de la participation que l'on propose aux groupes minoritaires. En tout cas, je pense que c'est tout de même une belle avancée que ces commissions qui se réunissent bien en amont du conseil municipal. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le rapport, le procès-verbal du 26 mai? Oui, j'ai une autre question. Il s'agit de la page 9 en haut.
Sur une des délibérations, j'avais demandé pourquoi la construction ne respectait pas les 3 mètres réglementaires par rapport à la voie Oui. publique. Et donc, il avait été répondu que sans doute c'était une construction qui datait avant 2017 et que ce serait vérifié. Donc, je n'ai pas eu la réponse et j'ai vérifié moi-même. Je pense qu'elle date de 2020. Voilà. Donc, et elle ne respecte pas le règlement du PLU. Bon, c'est tout, c'est juste une remarque. Pardon? Page 9. C'était, enfin, je ne sais plus aussi le rapport de l'époque. C'était le numéro 11 du 26 mai, de la séance du 26 mai. Bon, Bon, c'est une remarque. C'est une remarque. Nous ne rentrerons pas dans des détails particuliers. Voilà. C'est bien que le PLU soit respecté. Je vous ai rappelé, et d'ailleurs marqué, on rappelle que la police municipale veille aux dérives de construction et fait fonctionner sa police de l'urbanisme. Je peux compter sur la table de la construction et je suis preneur de la bonne information. En tout cas, il y a sûrement une remarque là-dessus. Et en conseil municipal, on ne peut pas non plus rentrer dans le détail des particuliers. Je rappelle que c'est l'intérêt communal et que c'est toujours délicat d'aborder cela individuellement. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques sur le procès verbal, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et vote à l'unanimité. Merci. Je laisserai M. Allegrini présenter le rapport numéro 1. Bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est des rapports là de 1 et 2 qu'on connaît, puisque c'est des rapports qu'on a tous les ans. Donc pour le rapport numéro 1, on parle de la signature du contrat de sponsoring avec la SAS Sport Pro Sport Event pour l'organisation de l'Ops Open du Golf, de l'Ops Open Provence Golf. La commune accueillera pour la 3e année consécutive l'Open de Provence, tournoi de l'European Challenge Tour du Golfe de Pont-Royal du 16 au 19 septembre de cette année. Pour rappel, le tournoi prévu en 2020 n'avait pas eu lieu compte tenu du contexte sanitaire et l'organisation a régularisé le remboursement de la participation qui était engagée à la hauteur de 20 000 €. Cet événement qui recevra plus de 130 golfeurs professionnels bénéficie du soutien officiel de la Fédération française de golf. La commune souhaite soutenir cet événement et s'associer à la notoriété du tournoi afin d'accroître la visibilité du village de Malemort via un plan de communication mis en place par l'organisateur. Vous pouvez trouver ce plan d'organisation dans la convention, dans le contrat 6 juin que vous avez dans votre pochette. Bonjour, on va noter l'arrivée de M. Lacroix, il n'y a pas de souci. Un tournoi professionnel amateur, il faut le dire comme ça, où la commune pourra inscrire 2 équipes de 3 joueurs composées de personnes de son choix, est prévu le 15 septembre, donc voir aussi l'article qui en dépend. Le site sera également accessible pendant le tournoi aux scolaires pendant toute une demi-journée, aux collégiens aussi toute une demi-journée, et aux jeunes reporters du CMJ. Donc à cet effet, une convention retraçant l'ensemble des engagements réciproques tant de l'organisateur que de la commune a été rédigée. En contrepartie, la commune s'engage à verser à titre de sponsoring la somme de 20 000 €. Après avis de la commission finances du 22 juin 2021, il est proposé aux membres du conseil municipal d'attribuer à la société anonyme Sponsoring Pro Sport Event la somme de 20 000 € pour l'organisation de l'Ops Open de Provence, tournoi du Challenge Tour de golf de Pont-Royal du 16 au 19 septembre 2021, et de dire que la dépense est inscrite au chapitre 25 du budget de la commune, 65 pardon, au budget de la commune, au budget 2021 de la commune, et d'autoriser Madame le maire à signer la convention correspondante et toutes les pièces afférentes à l'instruction de ce dossier. Si vous avez des questions. Des questions sur ce rapport?
Monsieur Platon. J'ai une remarque. La dernière fois qu'on a voté cette délibération, j'avais proposé, il y a une cinquantaine d'invitations, de cartons d'invitation qui sont prévus dans cette convention. J'avais proposé de mettre à l'honneur le personnel médical et les bénévoles qui se sont investis dans la lutte contre le Covid. Je ne sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, je repropose cette mesure. Les bénévoles qui se sont investis, en particulier au centre de vaccination, ça serait bien de les mettre à l'honneur en leur proposant un carton d'invitation. Après, on se rapprochera de l'organisateur pour lui proposer ça, sachant que l'entrée est complètement gratuite, complètement ouverte. Donc, non, les invitations à déjeuner, je parle. On prend la remarque, on se rapproche de l'organisateur. D'autres remarques? Pas de remarques particulières, donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc vote à l'unanimité. Le deuxième rapport fait l'objet de l'attribution d'une subvention et de signature de la convention de l'association cycliste des As en Provence, la CAP. Donc la commune accueille la course cycliste des 4 jours en Provence le 4 septembre 2021, donc c'est là, je crois, la 4e année. À cet effet, une convention retraçant l'ensemble des engagements réciproques tant de l'organisateur que de la commune a été présentée par la CAP. L'association se chargera d'une part d'assurer la notoriété de l'épreuve tout en favorisant la promotion de la ville et d'autre part prendra en charge les prix d'étape, les commissaires de la Fédération française de cyclistes, l'escorte de police, les assurances pour la caravane et les personnes accréditées. En contrepartie, la commune s'engage à fournir certaines installations matérielles, à assurer le service d'ordre à l'occasion de la course et à verser une subvention d'un montant de 4 000 €. En cas d'annulation de l'événement, l'association sera tenue de rembourser la participation financière accordée par la commune de Malmont. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention établie entre la commune et l'association ACAP, d'attribuer la subvention d'un montant de 4 000 € pour l'organisation de la course des 4 jours en Provence, qui se déroulera le 4 septembre 2021. De dire que la dépense est inscrite au chapitre 65 du budget 2021 de la commune. Voilà. Alors peut-être qu'avant de voter sur cette délibération de 4 000 € pour la course des 4 As, on pourrait quand même aborder cette journée un petit peu plus précisément, puisqu'on l'a conçue un petit peu différemment, même si c'est la première année qu'on le conçoit autrement, mais on avait déjà lancé l'idée l'an dernier avec le responsable de la course qui était très favorable, et donc on peut juste donner quelques grandes lignes parce que tout, bien entendu, n'est pas peaufiné, mais c'est intéressant de l'aborder, donc soit voilà. Antoine, soit Ghislaine. Tout à fait, on a voulu booster un petit peu cette journée autour du vélo, donc et avec le pôle associatif et les élus, comme on a rencontré des commissions minoritaires, donc une grande journée qui va s'organiser, donc peut-être que Ghislaine peut préciser, je sais que tu t'es préparé. Non, c'est de faire une manifestation autour du vélo, donc une manifestation qui démarrerait le matin par une promenade à vélo avec différents circuits. Et ensuite, l'après-midi, effectivement, sur la place Sarah-Pousset, d'avoir des petites manifestations pour les enfants, notamment la sécurité routière, du airbike. Et là, en même temps, pour officialiser, c'est un troc vélo aussi. Voilà. Il serait aussi organisé, pris en charge par une association. Donc là, par rapport aux équipes minoritaires, j'ai envoyé tout à l'heure un mail pour donner la dernière réunion la semaine prochaine. Voilà, jeudi prochain à 18h30. Voilà, donc c'est une première pour 2021. Ça montera bien entendu en notoriété, puis
comment vous dire, voilà, au fur et à mesure. Mais en tout cas, l'idée avait été lancée déjà l'an dernier à cette course des 4 As. Et on voulait, même si on commence petit, le faire Alors, petit, ainsi. oui et non, parce qu'on ne sait pas trop vers où on va et on ne voulait pas que ce soit très chronophage pour les services et pour les élus qui vont porter un petit peu tout ça. Donc, voilà, comme le dit Madame le maire, on va regarder un petit peu ce que ça donne et on va affiner, on va compléter cette journée si on a besoin de la compléter sur les prochaines années. Mais on ne veut pas non plus que ce soit lourd à porter, qu'il y ait une préparation de plusieurs mois, etc., etc. Il faut que ce soit aussi convivial et donc digeste pour tout le monde. Très bien. Donc là, on revient à la délibération il s'agit d'attribuer une subvention de 4 000 €. On peut passer au vote. Monsieur Platon? Je vais m'abstenir parce que je trouve que la somme je le trouvais déjà l'année dernière, mais comme c'était une délibération rétroactive, il fallait bien voter ça. Mais je trouve que 4 000 €, c'est très cher pour la commune, pour ce que ça a apporté, en tout cas de ce que j'ai vu l'année dernière. Et avec 4 000 €, il y a bien des associations de la commune qui pourraient faire des choses beaucoup plus utiles et beaucoup plus portantes que juste une course cycliste, quoi. Voilà. Donc je vais m'abstenir. Et j'explique mon abstention. Ok, on note, pas de souci. On en a démarré. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Super. Peut-être qu'il sera intéressant que vous vous plongiez dans les budgets d'une course cycliste, Monsieur Platon. Et surtout de soutenir. Je compare ça par rapport à ce que c'est pas le budget de la course qui me. C'est par rapport à ce qu'on pourrait faire avec 4 000 €. Voilà. Ah, mais on pourrait faire beaucoup de choses avec beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème. Par contre, soutenir des événements comme des courses à étapes où il n'y en a plus énormément, voire quasiment plus du tout à part le Tour de France, je pense que c'est... Non, mais c'est votre avis. On est d'accord, on est d'accord. On vous dit le nôtre par rapport à ce qu'on poursuit. Voilà. Surtout si... voilà. Comment? Paula? Non. Alors, pour la délibération numéro 3, vous prendrez les documents qui sont sur la table, parce qu'on a un petit peu peaufiné, que ce soit le rapport ou que ce soit la convention, et donc vous avez besoin de ces éléments. Alors, sur le rapport numéro 3, il s'agit de mise à disposition gratuite du Stade d'Honneur pour la période du 8 juillet au 31 décembre de cette année. Donc, les conditions tarifaires définies dans le respect du principe de l'égalité de traitement des usagers ont été approuvées par la délibération 2020-097 SG du 9 décembre 2020. La commune de Malmort dispose de structures sportives de qualité et bénéficie de fait d'une potentielle attractivité auprès des clubs sportifs. Eu égard au contexte particulier des 18 derniers mois, il paraît nécessaire de redynamiser la communication autour de cette politique publique en tenant compte des difficultés que rencontrent les associations sportives tout en permettant des retombées économiques sur la commune. Dès lors, afin de respecter le cadre légal, une convention sera signée pour cette période entre le club organisateur de la commune de Malmort, précisant les modalités d'accord, et notamment l'engagement du club de privilégier les établissements d'hébergement et de restauration de la commune. Ainsi, il est proposé pour la période du 8 juillet au 31 décembre de ne pas appliquer les termes de la délibération précitée, relative notamment à la location du Stade d'Honneur, et de proposer la jouissance à titre gracieux du Stade d'Honneur pour les demandes de stage, match ou entraînement, conformément à l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Cette disposition ne concerne que les clubs organisés
en association à but non lucratif. Après avis de la Commission des finances du 22 juin 2021, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la suspension d'application des tarifs tels que précités en instituant la gratuité de l'occupation du stade d'honneur, et ce pour la période du 8 juillet au 31 décembre 2021. D'autoriser Madame le maire à signer la convention précitée avec tout club désireux de bénéficier du stade d'honneur dans les conditions qui seront fixées. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport-là? Non? Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, vote à l'unanimité. Merci. Je donnerai la parole à Christian Brondolin pour le rapport numéro 4, qui s'agit d'un avenant de la convention de groupement de commandes. La convention de l'aménagement de Joliot-Curie, RD16. En 2015, une convention de commande entre Malmort, la métropole et l'Aglopole Provence, ex-Aglopole Provence, pour des travaux sur les réseaux d'eau potable, d'eau usée, d'eau pluviale, d'enfouissement des réseaux et de requalification de la voirie. Parce que je vous rappelle que c'est une départementale, donc il fallait leur accord. Là, la convention qu'on va signer, c'est surtout pour qu'on nous règle les dépenses qu'on a fait pour l'eau potable et les eaux usées. Voilà, donc au départ, le budget était d'1 million d'euros, chose près, et mais c'était juste les réseaux, fuir les réseaux et refaire les enrobés au-dessus. Donc après concertation des riverains et tout, le temps passant, la note a un peu augmenté, et donc on est obligé de revoir cette convention à la hausse, surtout pour l'eau et pour l'eau usée et l'assainissement, l'eau usée et l'eau potable, pardon. Ce qui fait passer la convention actuelle, qu'on voit sur le tableau, il y a plus de 385 209,27 €, voilà, qui nous seront réglés après cette convention par la métropole, un total de 859 379,30 €. Voilà, donc après l'avis de la commission des finances du 22 juin 2021, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer une convention numéro 1 de la convention constitutive du groupement de commandes relative à l'opération des raménagements des réseaux publics sur la D16 du rond-point de Mille-Bouquet, portant sur la répartition financière entre la commune et la métropole. À dire que le montant en charge à la métropole est majoré par cet avenant, 385 209,27 € hors taxe, soit 204 081,16 € pour l'eau potable et 181 128,11 € pour l'assainissement. Voilà, donc on peut répondre à toute question si vous en avez, mais vous avez sûrement vu que cela concerne les travaux de Jean Moulin qui sont en cours et de Fontenelle qui vont arriver pour terminer le croisement Joliot-Curie. Donc les riverains en ont été informés par un premier flyer pour Jean Moulin et là pour Fontenelle pratiquement dans la foulée, et ensuite en septembre pour le carrefour qui se terminera avant la fin de l'année, et on aura terminé la grande avenue Joliot-Curie de Mille-Bouquet à Malmort. Voilà.
s'il n'y a pas de questions, oui, Monsieur Platon. Une question, c'est sur le terme d'avenant. C'est un avenant, ce sont des avenants à un marché initial? Non, c'est des nouveaux marchés. Parce que les montants, 37%, enfin... Non. Ok, c'est bon. Ouais, on ne pourrait pas. C'est des nouveaux marchés, par Oui. exemple, avec mise en concurrence. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, unanimité. Alors, le rapport numéro 5, nous l'avions déjà passé. C'est le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable ou l'assainissement. Mais nous avons la métropole qui nous a demandé, donc via le conseil de territoire, nous a demandé de repasser la délibération, mais il n'y aura pas de vote. Il s'agit de prendre acte, puisque quand nous l'avons passé au mois de décembre, il manquait le document consultable sur le site. Voilà. Donc, obligation à toutes les communes, après cette erreur, de repasser cette délibération. Voilà, c'est chose faite, puisqu'on l'avait déjà abordé en décembre. Je pense qu'elle ne souffre d'aucune remarque. Le rapport numéro 6, pardon, Monsieur Platon. On reste quand même en attente des réponses aux questions qui s'étaient posées à l'époque sur les branchements illégaux, les 43% de perte réseau, le record d'interruption des interruptions non programmées, enfin, etc. Oui, des problèmes au assainissement sur la commune. Qui durent depuis plusieurs années et pour lesquels on attend toujours des réponses. Les réponses, elles ne viendront pas de la commune, vous en doutez bien. Mais la commune attend des réponses, les habitants attendent. Les investigations sont faites et nous travaillons avec la métropole, notamment sur les priorisations. Et c'est pour ça que lorsqu'on a fait le chantier Joliot-Curie, on découvre l'état des réseaux Jean Moulin et Fontenelle assez abîmés. Et ils interviennent plutôt que d'intervenir après en urgence. Mais clairement, il est vrai que les réseaux de la commune ne sont pas en très bon état. Et pour éviter toutes ces urgences à venir, il y a un programme de rénovation des réseaux là-dessus. Et notamment des fuites aussi dont ils recherchent. Voilà. On le rappelle, et les services sont là pour rappeler aux services de la métropole mais bon, on n'est pas la seule commune dans cet état-là et il faut bien qu'ils programment ça chaque année. Voilà. Le rapport numéro 6, c'est la création d'emplois permanents et non permanents. Comment? Non, il n'y a pas de vote. Ouais. Françoise, elle suit bien. Il y a juste prendre acte. Donc le numéro 6, c'est la création d'emplois permanents et non permanents. Modification du tableau des effectifs. Donc c'est une délibération dont vous avez l'habitude, avec le tableau qui récapitule au dos. Mais je voulais vous apporter des éléments, puisque on dit qu'il s'agit de créer. Mais en fait, c'est des... comment expliquer? Ce n'est pas des créations d'emplois, ne vous inquiétez pas. C'est lié à des avancements de grade, c'est-à-dire des agents. Donc on a par exemple, on crée un emploi permanent de rédacteur principal 2e classe à compter du 1er août, parce qu'un de nos agents passe rédacteur principal 2e classe. Donc, vous avez la même chose, 2 emplois permanents d'adjoint administratif 1re classe, parce que des agents passent 1re classe. 5 emplois permanents technicien principal 1re classe, parce qu'on a 5 agents qui passent technicien 1re classe. Un emploi permanent de brigadier chef principal, parce qu'on a un agent qui passe brigadier principal. Un emploi permanent d'ATSEM 1re classe, parce qu'on a un emploi d'ASEM qui passe 1re classe, etc., etc. Donc,
4 emplois non permanents à temps non complet. C'est l'encadrement du temps méridien. Donc là, on prépare la rentrée de 2021-2022 et on a besoin d'inscrire ces emplois aussi non complets. 5 emplois non permanents de service polyvalent sur le grade d'adjoint aussi à l'identique. Voilà ce qui nous modifie le tableau des effectifs. Et vous les voyez dans les colonnes, puisque ce sont des postes à créer, mais qui correspondent aux postes vacants. Alors vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'on ne les supprime pas? D'abord parce que pour supprimer, il faut passer en comité technique et qu'on garde aussi de ces postes-là, lorsqu'on a ces modifications, une certaine souplesse. Par contre, lorsqu'on a besoin un peu de nettoyer ce tableau, eh bien, on passe en CT les suppressions de postes vacants si on voit qu'on n'en a pas besoin et qu'on n'aura pas du personnel qui montera dans ces grades-là. Voilà, j'espère avoir été clair sur ces emplois-là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors. Il me semble qu'il y a une petite erreur d'addition dans la colonne poste pourvu, c'est 26 au lieu de 25. Alors, c'est un petit peu petit. Je vais me tourner vers les techniciens. C'est marqué 26. Non, pour 25. Bon, là, il est marqué 26. Poste vacant, il est marqué 26. Oui. Poste pourvu, 25. Poste pourvu. 26. Dans la filière administrative. Dans la première colonne. Première colonne, poste pourvu, première addition, 25, et c'est 26. Oui, On voit, c'est une erreur dans la colonne possible. Bon, on va le vérifier. Merci de votre attention. On n'a pas vérifié les autres. S'il n'y a pas d'autres remarques, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, vote à l'unanimité. Merci à vous. Je donnerai la parole à Vincent Daval pour le rapport numéro 7, où vous avez aussi un plan. Donc, l'objet de ce rapport, c'est l'acquisition foncière dans le cadre du maintien des espaces naturels sensibles de la parcelle cadastrée B304, quartier du Gros-Bourg, appartenant à l'indivision Durand, pour une surface de 2450 mètres carrés. Donc, en date du 19 mai 2021, M. Durand-Michel a fait part à la commune de son souhait de vendre sa parcelle B304, compte tenu de sa proximité avec le domaine communal du Gros-Bourg. Dans la mesure où cette parcelle jouxte la parcelle D1019 de 7 hectares, la commune entend donner suite à M. Durand en vue d'intégrer cette parcelle dans le parc communal existant et en assurer sa préservation et protection en vue de l'ouvrir au public. L'achat de la parcelle est fixé au prix de 2450 €, soit 1 € le mètre carré. Dans la mesure où le prix de vente est inférieur à 180 000 €, la commune n'a pas à saisir les services de domaine pour l'évaluation des biens. Donc en date du 17 juin, la commune a reçu les accords des 5 personnes faisant partie de la division Durand, la vente de cette parcelle. En parallèle, donc, une demande de subvention auprès du département au titre des acquisitions des réserves foncières en zone naturelle ou agricole va être sollicitée. Ce dispositif subventionne les acquisitions dans le périmètre de prévention du département au titre des espaces naturels sensibles jusqu'à 60% du coût hors taxe. La commune pourrait ainsi bénéficier d'une subvention de 1 470 €, les 980 € restant à sa charge. Donc après avis de la commission urbaniste du 21 juin, il est proposé au membre du conseil municipal d'approuver l'acquisition de cette parcelle, d'une superficie de 2450 m² pour 2450 €, d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents administratifs et administratifs, de dire que les frais afférents à cette affaire seront à la charge de la commune. Voilà, ça reste dans la cohérence de délibération que nous avions déjà passée, au même tarif pour la forêt. Et surtout pour cette préservation du Gros Mour. Alors, Sylvain me le demandait la dernière fois, c'est vrai que ça re-rentrera dans le patrimoine géré par l'ONF là-dessus,
du coup, nous ferons une autre délibération pour intégrer au fur et à mesure. Bon, voilà, je pense que c'est pertinent pour la commune d'aller sur ces acquisitions lorsque ça correspond à des demandes aussi d'administrés. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport 7? Monsieur Sambin. Moi, je posais la question que j'avais posée par écrit à la commission, puisque j'avais pas pu y assister. Elle commençait à 17h, et 17h pour moi, c'est possible. Je voulais juste que, dans ce type de délibération, on précise le coût réel d'acquisition. Le coût réel d'acquisition, c'est le prix d'achat, les frais annexes, et on évite les subventions. Là où on sait le prix d'achat, on ne sait pas ce que ça va coûter au final. Alors ça coûte juste un acte au niveau du notaire, hein, qui est un forfait régulièrement par rapport à ça. Alors à peu près 450 €. Il n'y a pas de frais de géomètre, il y a juste des frais d'acte de propriété. Hein, 450 €. Une commune, il n'y a pas besoin de passer par un notaire. Alors on passe souvent par des actes administratifs aussi, tout à fait. On fait les deux, ça dépend le temps qu'on a et on est dans ce prix-là. Voilà. C'est vrai que M. Sambin, vous l'aviez demandé, du coup on l'avait demandé au service. Voilà. La question suivante que j'avais posée aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des bastilles sur la carte qui restent en gros, qui sont pas toutes en vert. Ouais. La question, c'est est-ce que la commune a la volonté de se porter acquéreur de ces bastilles pour faire une seule partie? Ben, en fait, Monsieur Sambin, je ne vous cache pas que c'est à la liberté, bien entendu, de chaque propriétaire, mais en fait, on rappelle tous les propriétaires par rapport aux obligations de débroussaillement. Et souvent, et là c'est le cas de Monsieur Durand, il ne connaissait pas, il n'avait pas la connaissance de cette propriété. Ça arrive d'une succession, etc. Et souvent, ce n'est pas débroussaillé. Et donc, lorsqu'ils reçoivent ce courrier d'obligation de débroussaillement, qui quand même les engage s'il y a quelque chose qui se passe dans la forêt, etc., eh bien, ils viennent vers nous et demandent où ça pourrait être là-dessus. Puis nous, comme c'est une gestion là maintenant par l'ONF, c'est vrai qu'on prend aussi moins de risques à avoir des parcelles qui ne sont pas entretenues depuis X années, puisqu'elles n'étaient même pas connues. Et on augmente ainsi notre patrimoine naturel dans ce parc-là. Je ne vous cache pas que c'est pratiquement le seul parc boisé qu'on a. Donc oui, c'est intéressant pour la commune de faire ces acquisitions pour retrouver une unité de forêt sur le Gros Mour là-dessus. Alors, on n'a pas exactement mais on y travaille. Le parcellaire précis et la connaissance de tous ces propriétaires, mais en tout cas c'est envoyé et certains nettoient bien les vallons et le font après nos courriers, et puis là où on voit que ce n'est pas encore fait, on a là c'est la deuxième proposition qu'on a là-dessus d'achat, et si on en a d'autres, nous irons parce que ça fait une vraie unité. Quand même que le prix de 1 €, enfin là c'est rien, hein, c'est 2500 mètres carrés, donc c'est rien du tout. Mais le prix de 1 € pour de l'espace naturel, de la forêt, enfin, ça me semble élevé. Et je ne sais pas quel est le prix normal. Vincent, tu veux intervenir? Après vérification, c'était la question que vous avez posée. Le prix se situe entre 1 € et 1,50 € tous les espaces naturels sensibles. Jamais en dessous de 1 €. Et là, donc, on a le prix plus bas. C'est plus cher que le terrain agricole. Ben ouais, mais c'est... Et on peut rien faire. Non, mais parce que certains peuvent faire de l'exploitation du bois. Donc en fait, ça a un coût en effet à peu près comme les terres agricoles. Bon, ok. On a voté ou pas? Non. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
et donc unanimité. Merci. Le rapport numéro 8, je laisserai M. Philippe Pignet présenter la prolongation d'un point de vue économique. Alors, cette délibération concerne la prolongation de la durée de la convention d'objectifs pour le soutien économique suite aux fermetures administratives liées au Covid. Donc en 2020, le conseil municipal a voté une subvention exceptionnelle de 25 000 € pour venir en aide au commerce qui avait subi la fermeture de la première phase de confinement du Covid par l'arrêté du 14 mars complété par l'arrêté du 15 mars 2020 relatif aux mesures de la crise sanitaire du Covid-19. Donc cette délibération a été votée en octobre 2020 et l'opération a pu démarrer puisque c'est une période où le Covid nous a rattrapés. C'est une opération qui a pu démarrer au mois de novembre 2020. Comme cette opération a démarré assez tard, on avait défini une date de fin de l'opération qui était prévue fin février donc 2021. Avec l'idée, comme cette période était une période dans laquelle certains restaurateurs qui avaient droit à cette aide ne pouvaient pas ouvrir ou n'ouvraient pas pour des raisons hivernales, eh bien, on avait décidé de prolonger cette convention après la fin février. Le problème, c'est que les règles du Covid ont fait que les restaurateurs ont été obligés sont restés fermés, et puis il y a eu une nouvelle période de confinement juste après. Donc là, il se trouve que maintenant, tous les voyants sont au vert. Donc nous avons décidé de proposer au Conseil de prolonger cette convention jusqu'à la fin du mois de septembre 2021. Donc compte tenu, donc je lis un peu le texte, compte tenu des restrictions sanitaires et des obligations de fermeture des commerces dits non essentiels par décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020, certains professionnels n'ont donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, pas pu faire usage de leur bon d'achat. Donc la présente délibération, établie entre l'association Malmort Entreprendre et la mairie, vise donc à prolonger la durée de l'opération citée précédemment, selon les mêmes termes que la précédente convention, rendue exécutoire en date du 13 octobre 2020. Modalité d'utilisation de cette subvention, le contrôle des bons d'achat, la communication, les bilans, sans toutefois donner lieu à nouveau versement. Après avis de la commission finances du 22 juin 2021, il est proposé aux membres du conseil municipal de prolonger les effets de la convention entre l'association Malmort Entreprendre et la commune dans le cadre d'un soutien aux commerçants obligés de prolonger leur fermeture et d'en fixer le terme au 30 septembre 2021. D'autoriser Madame le maire à effectuer toutes les démarches utiles au suivi de ladite convention établie entre l'association Malmort Entreprendre et la commune. Très bien. Donc, des questions sur cette délibération? Non. Moi, j'ai pas une question. Je voulais juste rappeler que quand on avait parlé de ces bons d'achat, on avait également évoqué le principe d'une aide pour les ménages à faible ressources qui pouvaient être impactés également par le Covid, parce qu'il n'y a pas que les commerçants qui peuvent être impactés par le Covid, il y a également des ménages qui peuvent avoir des difficultés. Donc je ne sais pas ce qui a été fait dans ce domaine. Par contre, je vois que la métropole vient de mettre en place un système d'aide au paiement des loyers pour les ménages impactés par le Covid. Et je pense que ça peut être une piste pour nous, si on souhaite aider également ces ménages, pour abonder l'aide de la métropole. Parce que là, les dossiers seraient faits par la métropole, il suffirait de suivre derrière en abondant un peu. Voilà. C'est une piste. Donc je pense effectivement que cette remarque, on va y réfléchir. On peut voir un petit peu effectivement ce que la commune pourrait faire peut-être dans ce sens. Par contre, pour répondre à ta question concernant
effectivement l'aide aux ménages des démunis qui ont été impactés par le Covid. Effectivement, donc on a rebouclé avec le CCS, et c'est le CCS qui pourrait éventuellement prendre en charge ce genre de choses, par exemple dans le cadre du fête de Noël, par exemple. Donc là, on y réfléchit, et on verra ce que l'on pourra faire éventuellement. Oui, alors, sur les loyers, je pense qu'on n'a pas la compétence, hein, puisque les loyers, ce sont les bailleurs sociaux. Et d'ailleurs, chose qu'on est intervenu auprès de la SEM, notamment sur les bailleurs, puisque c'est un bailleur qu'on connaît et sur lequel la commune a aussi un engagement avec, et vous le savez puisque vous êtes au CA de la SEM, par rapport aux aides, encore une fois, au commerce, dont nous avons une partie de ces baux ensemble avec la SEM. Par contre, c'est vrai que c'est peut-être une action de la métropole. À l'échelle de la commune, je ne vois pas comment une commune pourrait accompagner à l'aide au niveau des loyers tout en gardant une équité sur tous les administrés, puisque ce sont les bailleurs qui sont en lien avec les administrés là-dessus. Par contre, au CCAS, c'est quelque chose qu'on a abordé et qui a un groupe de réflexion qui s'est porté pour cette aide éventuelle, parce que la crise est loin d'être finie. Nous allons en avoir les impacts dans un deuxième temps, lorsque justement les aides ne seront plus là. Et c'est vrai que même, voilà, on ne peut même pas parler de après-Covid, puisqu'on est encore dans cette crise-là. Mais on va avoir quelques années complexes pour dépasser cette crise économique certes, mais aussi sociale et psychologique, sur tous les citoyens. Voilà. Voilà, donc là nous sommes sur la prolongation pour les bars et restaurants essentiellement, et c'est vrai que nous avons d'ailleurs eu une première fête des terrasses très réussie, et où on sent que voilà, les gens ont besoin de cet espace de liberté aussi, tout en le contrôlant, et surtout besoin aussi que les bars et les restaurants et commerces retrouvent cette vie d'avant. Voilà. Alors on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc unanimité. Donc nous en avons fini avec les 8 rapports qui étaient à l'ordre du jour. Peut-être avant d'aborder, je voulais faire quelques infos diverses, notamment sur la fin de l'année, on va dire scolaire, et l'organisation des vacances, et puis des élections que nous avons passées, et puis quelques infos. Mais avant, peut-être, si vous avez des questions sur les décisions du maire, on peut traiter les décisions du maire qui abordent beaucoup le subventionnement que nous avons sollicité. Et c'est vrai qu'on voit que, et je tiens à remercier les services qui ont travaillé dans les temps pour poser toutes ces subventions au niveau du département avant le 1er juin et qui vont nous permettre, on l'espère, d'avoir, par rapport au projet que nous avons, notamment tous les travaux de proximité, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a des subventions sur le plan climat-énergie, il y a des subventions sur la sécurité routière, nous permettent d'avoir ces subventions pour une gestion saine de la commune. Est-ce qu'il y a des questions sur les décisions du maire? Monsieur Sambin. Ce n'est pas sur les décisions, là, exactement, mais c'est sur le périmètre sur lequel portent les décisions. Je vois qu'il y a des achats de véhicules d'un côté et la rectification des subventions de l'autre. Voilà. Je voulais savoir s'il existait un tableau de bord justement pour suivre les véhicules supérieurs à 3,5, inférieurs à 3,5, la consommation de gasoil, la taille du parc électrique, où en sont tous les bâtiments municipaux en termes d'évaluation de classement énergétique,
etc. Je voulais savoir si ça existait et si c'était prévu que ça existe. Parce qu'on sait que la législation elle va évoluer jusqu'en 2030 et qu'elle va contraindre de plus en plus à faire des économies d'énergie. Donc là, j'étais particulièrement choqué pendant les élections de voir tout allumé et je me suis dit, un panneau comme ça, 40 sur 40, en LED, c'est 17 € hors taxe. Ça peut être changé très très vite. Alors, il y a en effet un audit de tous les bâtiments communaux par nos services, de façon à rentrer, puisqu'à partir du moment où on a fait les orientations budgétaires et où on a décidé que nos charges de fonctionnement devaient diminuer, on a commencé par ça, donc un audit énergétique des différents bâtiments. Bon, on le fait progressivement, bien sûr, mais il y a une étude qui a été lancée sur les bâtiments, de façon à pouvoir connaître le coût énergétique du bâtiment et rentrer petit à petit dans cette recherche de diminution des charges de fonctionnement. Je prends pour exemple l'école Mistral, où cet été, il y aura la rénovation des façades énergétiques pour justement que l'école Mistral, qui est quand même une école ancienne mais importante, puisse coûter en isolation beaucoup moins en dépenses énergétiques là-dessus. Ce qu'on fait, l'étude, on l'a fait sur tous les bâtiments, mais après, on le fait progressivement. Alors, vous parlez des changements LED, peut-être que Christian pourrait intervenir là-dessus, mais il y a aussi des successions de bâtiments, lorsqu'ils sont rénovés, de transformer, et puis surtout l'éclairage public, parce qu'en fait, la dépense est essentiellement, certes aussi dans les bâtiments, mais essentiellement sur l'éclairage public où on peut aller chercher des économies en modifiant les LED. Concernant les véhicules, nous n'avions pas ça jusque-là, donc on le fait aussi au fur et à mesure. Donc là, maintenant, avec les services techniques, il y a en effet un listing, puisque c'est tout rentré sur les véhicules, à quelle époque ils ont été achetés, s'ils sont toujours d'actualité ou s'ils coûtent trop cher en entretien, etc. Et on rentre sur les achats de véhicules électriques lorsqu'on le peut, mais pas toujours, parce qu'il y en a qui ne sont pas fonctionnels. Je pense notamment au dernier achat qu'on a fait avec un petit camion Ben, où on ne pouvait pas être sur les véhicules électriques parce que ça avait... D'abord, je crois que ça n'existait pas, de façon à ce que ça soit fonctionnel pour le personnel des espaces verts. Et puis après, ça avait un coût où l'investissement n'était pas vraiment intéressant, quoi. Voilà. Et du coup, on met en place des indicateurs pour suivre la progression de la réalisation de ces transformations ou pas? Alors, on le voit parce qu'on rentre des tableaux et où on aura des retours, en effet, annuels par rapport aux dépenses qu'on a fait. Alors, nous, on l'avait vu précisément par rapport au carburant, au coût en carburant, etc. On le voit sur la ligne, puisque la ligne carburant, elle est bien identifiée et là, on le voit immédiatement. Mais les services techniques sont sensibilisés. Et notre directrice générale des services rappelle, en responsabilisant chaque service sur leur budget, cette nécessité-là maintenant. On pourra avoir ces informations alors pour voir la progression. Oui. La progression, la diminution, par exemple, de consommation de gasoil, la diminution de la facture d'électricité. Au budget, c'est vrai que ce sont des indicateurs qui apparaîtront. Alors, bon, vous, c'est la première année où vous êtes là dans le mandat, donc vous n'avez pas pu comparer au budget précédent, etc. Mais c'est lorsqu'on vote le budget que tous ces indicateurs-là et ces lignes-là apparaissent dans le compte administratif. C'est des informations statiques, on ne voit pas la progression dans le temps, sur l'année, ou trimestriellement, ou semestriellement. C'est compliqué de faire ça sur l'année et sur je regarde le chauffage, si on obéit aux règles strictes dans les écoles, si tu as un coup de froid au mois de fin septembre,
ça qu'il faut. Non, il faut une base de données pour voir la progression. Après qu'il y ait des effets de bord, parce que le climat a totalement changé, c'est une chose. Mais il y a quand même une tendance. Il y a une tendance, et il y a un effet de levier plus ou moins rapide. En fait, je peux te dire que la tendance est à la baisse. Mais on le. Tu peux me le dire, mais on moi, peut je pas peux le. voir sur des chiffres. On ne peut pas le voir finement, si c'est ce que vous voulez, on ne peut pas le voir finement mensuellement. Par contre, clairement, sur des 6 mois ou 1 an, ça, c'est des choses qu'on peut, voilà, qui sont rentrées dans les tableaux de bord des cadres. D'autres remarques sur les décisions du maire? Oui, moi j'en avais... sur la première, la 026 urbain, donc c'est très bien de faire ces ravalements de façade. La question, c'est comment éviter des incidents comme la façade derrière l'église. Donc voilà, je ne sais pas comment il faut faire, mais il faudrait éviter de renouveler cette malheureuse expérience. C'est pas que son point de vue. Non, c'est pas que mon point de vue. C'est pas que mon point de vue. C'est le point de vue de beaucoup de monde. De beaucoup de monde. Vous deviez contacter l'ABF d'ailleurs. Oui, ça a été fait. Ça a été fait. Hein. Il est venu, ça a séché. Il devait même venir voir ce qu'il en était. Et quelle en est la réponse? Ben, sa réponse est que les photos qui avaient été prises lorsqu'il y avait eu ce conseil municipal, où la façade venait juste d'être faite, c'était ce qu'il pensait, devait nécessiter un séchage et du temps, et qu'en fait, on a cristallisé vraiment sur des photos immédiatement après le crépi qui venait d'être fait. Et lui a constaté, et est venu à notre demande d'ailleurs. Oui, bien sûr, il est venu. Il n'est même pas venu pour l'oratoire, il serait venu pour la façade. Oui, il est venu dans la semaine. Oui, c'était les services qui étaient. Vincent, je confirme, puisque tu as l'urbanisme. Mais enfin, Armel, quand on dit quelque chose, on le fait. Et on l'avait demandé qu'on aurait un avis de l'ABF par rapport à ça. Parce que justement les paiements devaient se faire après confirmation, etc. Et Vincent est là pour confirmer que l'ABF est venu dans la semaine qui a suivi, suite à notre appel, et qu'il est venu avec un séchage de la façade qui était tout à fait acceptable et sans problème par rapport à l'ensemble et surtout par rapport à l'église. C'est merveilleux parce que par rapport au respect du patrimoine, par rapport au rempart du château, eh bien nous aurons un village totalement éclectique. C'est pas croyable qu'un ABF puisse accepter ça. Pendant des années, j'ai travaillé avec son ancienne prédécesseur. Eh bien, elle ne risquait pas d'accepter un tel résultat. Bon. En tout alors, cas, remarque, c'était pas pour redébattre de ce sujet, c'était juste parce qu'on a eu l'expérience que des choix malheureux peuvent intervenir, c'est comment les éviter, voilà, c'est le retour d'expérience. Et donc, comment cette prestation demandée à l'urbanisme, est-ce qu'on peut, enfin, je ne sais pas comment on pourrait prendre en compte cette malheureuse expérience. Voilà, c'est tout. C'est pas une mauvaise expérience. Ça a été... Oui. Ils ont fait les travaux avec ce qui a été demandé par la BF, avec le crédit pour les choix qui a un numéro, c'est le même qui a été retrouvé sur les listes. Donc, c'est pas un choix Manos, c'est un choix qui a été fait par la BF. Alors qu'il se passe à Roussillon, ce ton, où tout est orange, où tout est rouge, il n'y a aucun problème. Mais à Malemort, ce ne sont pas les couleurs du patrimoine de Malemort. C'est votre avis, et puis après, voilà. Alors, moi, clairement, lorsque vous avez montré les photos, c'est pour ça qu'on a signifié à la BF et tout, c'était assez choquant. Mais clairement, lorsque ça a séché, ça n'était pas du tout la représentation des premières photos. Donc, à un moment donné, voilà, on y est tous, on y est tous repassés. Voilà. Bon, on ne va pas polémiquer là-dessus. Allez.
Chacun reste sur ses positions et son avis. En tout cas, nous, on a fait le travail de demande de l'ABF. On aura un violage magnifique. Ça va. On n'a pas plus besoin de revenir comme ça. Allez. Alors, c'est un peu la même question que tout à l'heure pour la décision 027, 172 525 euros d'avenant. C'est un nouveau marché. Avenant numéro 1 au marché. Je me tourne vers les services. Non, hein? C'est là. Voilà, c'est un avenant à un lot, au lot numéro 2. Donc, c'est pas un nouveau marché. C'est un avenant. À cette somme-là? Oui. Parce qu'un avenant, ça peut être, c'est forcément limité. C'est un nouveau lot, alors, ou c'est un lot? Ou c'est un avenant? C'est toujours dans le cadre des opérations juridiques. C'est le lot numéro 2 qui contenait évidemment les eaux usées, l'eau potable, mais aussi d'autres travaux d'eau qui ne relevaient pas de l'eau et l'assainissement pour lesquels elle avait pas les compétences. Parce qu'un avenant, il y a un marché et puis on rajoute quelque chose. C'est ça, et c'est dans la même, dans cette limite. Et un avenant, ça ne peut être que 5-10% du marché initial. 15%. 15%. Là c'est. Donc on est dans ces conditions-là, simplement, on est dans un lot qui reprend l'eau, l'assainissement, mais encore une fois, certains travaux satellites qui ne relevaient pas de la compétence. Et qu'il a fallu évidemment porter à ce montant au regard de l'aménagement de l'eau qui est extrêmement. Bon. La 028, on parle de mettre en sécurité la station de pompage d'eau potable. Techniquement, de quoi il s'agit exactement? Oui, je réponds. C'est le fossé qu'il y a autour. On en a déjà parlé. Ok. Ouais, autour, qu'on est obligé de bouger parce qu'il y a le déversement de la route, le gasoil et tout ça qui risque de couler dedans, etc. Donc, on va mettre des demi-buses en béton pour pas qu'il y ait des infiltrations dans la fenêtre. Après, la page suivante, la 033, en haut de la page, la commune souhaite créer des aires sportives de plein air. De quoi il s'agit? C'est suite au Covid, la volonté de faire. Donc c'est des petits ateliers sportifs qui vont être autour du complexe, dans le complexe. Donc c'est des projets sportifs qui étaient prévus tout simplement. Okay. Parce que bon, il y a eu tout récemment le rapport du Haut Conseil pour le climat. Et il me semble quand même que les priorités de la commune devraient changer quand on entend ce qu'on entend. Ça fait pas partie de la définition de la subvention qui est. Pardon? La définition de la subvention qui peut être accordée, c'est dans ce cadre-là, c'est sportif. Ok, d'accord, mais c'était une volonté qu'on a et qu'on s'est aperçu. Voilà. Mais la subvention, c'est une chose. Les dépenses des collectivités, que ce soit la commune ou le département, bon, il faudrait mettre l'accent sur le réchauffement climatique. Il faudrait prendre les priorités qui sont les nôtres aujourd'hui. Ça, c'est des vieilles priorités. Okay, monsieur Platon, c'est votre avis. Dans la vie, il n'y a pas que de l'environnement. Non, il n'y a pas que le sport non plus. Il n'y a pas que le sport, mais quand on regarde les critères d'attribution de travaux de proximité, il y a le sport. Oui. Et donc on y va. Oui. Et on va aller chercher ces subventions pour le bien-être de la population, parce qu'en période Covid, je le rappelle, il y avait un isolement total de la population qui avait besoin individuellement de s'épanouir au travers du sport individuel, puisqu'on ne pouvait plus avoir droit aux associations, aux réunions sportives. Donc il y avait ce sport individuel qui était présent, qui était fortement présent, et on a vu qu'on était peut-être bien équipé sur la commune, mais pas tant en sport individuel pour avoir cette attractivité. Et quand on a vu que les travaux de proximité du département nous proposaient des subventions sur cette... on y est allé, on les a obtenus, moyennant du travail d'investissement des élus, des techniciens. Donc pourquoi passer à côté, alors qu'il y a aussi des travaux de proximité sur l'éducation,
épatant sur l'environnement. Donc l'environnement a d'autres subventions qu'on va aller chercher. Mais là-dessus, ben, il y avait l'éducation, il y avait le sport, ben, on est allé sur l'éducation. Donc c'est peut-être au niveau du département, il faut changer les priorités. Enfin, et ça Ben, tombe bien, parce qu'on a une représentante du département. Non, mais il y a le plan climat-énergie, bien entendu, sur lequel on peut aller. Et d'ailleurs, vous voyez, lorsqu'on annule et qu'on remplace une décision, c'est parce qu'on est aussi allé sur le plan énergie-climat avec la commune demande un éclairage LED. Donc M. Sambin le disait, voilà, la 046, elle est vraiment là-dessus. Donc on peut aussi aller chercher sur le plan climat-énergie et on y va. Je pense qu'il ne faut pas opposer les orientations sportives aux orientations environnementales. À partir du moment où il y a eu cette réflexion après Covid d'une pratique sur des espaces ouverts avec une nécessité individuelle, eh bien, on a obtenu ces subventions, ben, on va sur ces créations-là, parce que l'anneau n'était pas équipé de ces pratiques individuelles. Si on voit les communes aux alentours, même les toutes petites communes, Alès, Vernègue, ont aussi ces ateliers de finesse autour de leur espace sportif. Voilà, moi je pense qu'on ne peut pas opposer un à l'autre. Il faut aller chercher... Je ne pose pas... Enfin, c'était une des remarques de la discussion budgétaire, c'était la faiblesse globale des investissements, hein, pas moins de 6%, des investissements sur les enjeux climatiques, écologiques. Voilà. Enfin, il faut changer, il faut se rendre compte, lisez le rapport du Haut Comité sur le climat. Il faut changer de perspective. Voilà, on n'est plus dans la continuité de ce qu'on faisait, de la façon dont on vivait. Il va falloir évoluer. Il faut évoluer. Il faut doubler il faut passer à plus de 3% de réduction chaque année des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre? Alors oui, on met des LED au terrain de sport, très bien. Mais finalement, ces terrains de sport, ils sont éclairés que quelques heures par semaine. Ça ne serait pas mieux de mettre des LED sur l'éclairage public qui est utilisé toutes les nuits pendant des milliers d'heures par... Non, on le fait aussi. La preuve, c'est qu'on a 3 tranches. Là, il n'y a rien. Mais parce qu'on l'a déjà. On ne les a pas vus dans les investissements. On a vu que dans la... Si, je ne suis pas d'accord avec vous. On avait 3 tranches. On avait 3 tranches de subventions sur les LED et l'éclairage public. La première et la deuxième sont en cours. Non, elles sont terminées. Hein, Christian, si tu me reprends ce truc. Il reste juste une partie et on y travaille. Donc voilà, c'est pas parce que là vous voyez que c'est les espaces sportifs qu'on n'a pas fait le reste. Voilà. Je ne dis pas qu'on a pas... Enfin, j'observe qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Je ne dis pas qu'on ne fait rien. J'observe que le chantier est immense. C'est une gestion de projet qu'il faut présenter à tout le monde. Il y a un tableau d'avancement. Oui, il faudrait avoir une trajectoire là-dessus. Il faudrait avoir une réflexion, un plan climat-énergie au niveau communal pour savoir où on va et pour se donner des objectifs et pour essayer de les tenir, même si c'est difficile. Mamans, c'est des enfants qui tiennent compte du climat, mais qui ont le droit aussi d'avoir un certain plaisir. On n'oppose pas climat et sport, c'est vraiment ridicule. Je n'oppose pas. Je n'oppose pas. Il n'y a pas que le sport, c'est violent ce que tu dis. On a besoin justement de sortir dans cette période. Les enfants ont besoin. Laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Merci. Il ne faut vraiment pas opposer, il faut vraiment aussi penser aux autres. Il n'y a pas que le climat, et ces gens-là, ils pensent aussi au climat. Mais à leur façon, ils font des efforts. Mais aussi qu'on leur fasse plaisir à ces gens-là, qui sont restés enfermés dans des appartements. Mais ils ont besoin de sortir. Je ne le nie pas. Mais donc, tu n'opposes pas Je n'oppose pas. Je dis qu'il faut une trajectoire et qu'il faut changer de trajectoire. Voilà.
Bon, là ça tombe sur le sport, ça aurait pu tomber sur autre chose. C'est tombé 3 fois sur le sport ce soir. J'y peux rien. C'est pas ma faute. Alors, on fait peut-être des économies pour le climat, c'est que les gens n'utilisent pas la voiture pour aller ailleurs. Ils restent sur Malmort faire du sport. Voilà. Allez, donc je voulais vous faire des informations de la vie de la commune, parce que c'est vrai que c'est quand même important que dans ce temps du conseil, on dise aussi, puisque c'est une fin d'année avant des vacances, donc l'école s'est terminée hier, elle reprendra en septembre. Pour autant, les agents communaux vont profiter aussi des vacances et donc dire qu'il y a 50% de personnel qui part en vacances en rotation, parce que c'est pendant les vacances qu'on fait les travaux dans les écoles. Et notamment, puisqu'on a le centre aéré à l'école Espelido, nous avions passé les délibérations, rappeler qu'on travaillerait en août sur l'école Espelido et en juillet sur les autres écoles, et les travaux de façade Mistral seront faits aussi cet été. Il y a eu aussi le départ à la retraite d'une enseignante directrice de l'école Joliot-Curie, avec l'arrivée d'une nouvelle directrice. Dire aussi que les services techniques sont aussi organisés de la même façon sur ces 50% de personnel, avec les rotations par rapport au congé, parce qu'on a les festivités qui reprennent, donc, et puis un quotidien non négligeable. Les festivités qui reprennent, du coup vous avez les marchés nocturnes avec du 13 juillet jusqu'au 24 août. Vous avez le cinéma de plein air qui commence aux abords de la médiathèque, qui commence ce jeudi. Et vous avez aussi la commémoration du 14 juillet, place du bicentenaire, avec un apéritif républicain à 18h. Il n'y aura pas de feu d'artifice ni de bal, puisque après analyse des autres communes environnantes, personne n'est sur les feux d'artifice ni le bal, et du coup le risque était grand d'attirer énormément de monde. Et je rappelle que la jauge à 1000 personnes amène obligatoirement un pass sanitaire, donc une complexité dans la gestion de la sécurité de tels événements. Bon, il y aura à 18h la cérémonie et un apéritif républicain. On espère vous y voir et attendre un petit peu de monde. Sinon, vous dire aussi qu'il y a une commission sécurité qui s'est passée par rapport au domaine de Pont-Royal, puisqu'on attend quand même un certain nombre de touristes cet été, au vu des conditions aussi. Donc là, c'est une réunion avec la gendarmerie, la police municipale, et ils ont préparé la saison, et nous avons l'arrivée de réservistes. Donc toujours intéressant, ils sont logés à Sénas, et au départ à la retraite, donc il y en a eu le départ à la retraite aussi du major Bouguier, et la mutation de la colonelle adjudante de Salon. Ils m'ont confirmé que les réservistes arrivaient le 17 juillet. Nous avons aussi préparé la commission sécurité pour l'ouverture de la piscine, c'est important, avec toute l'équipe des maîtres nageurs en responsabilité là-dessus. Et vous dire aussi qu'avec tous les adjoints, nous avons préparé l'été et l'astreinte d'été avec les événements majeurs, notamment la canicule et l'organisation aussi des festivités, puisque le maître mot s'est anticipé pour que tout se passe bien. Nous sommes aussi en contact avec EDF et le SMAVD par rapport à la Durance, puisqu'il y a des éco-gardes qui patrouillent la Durance pour rappeler les risques de la Durance. Pour autant, la Durance est ouverte, est une rivière qui vit, mais voilà, il faut quand même passer certains messages, et notamment en dessous du barrage de Malemort, que l'eau ne monte pas qu'avec les crues, elle peut monter aussi avec les lâchers, et du coup EDF informe vraiment par rapport à ça, pour que on ne se trouve pas en situation de danger par rapport aux gens qui utiliseraient la Durance comme un lieu bien agréable. Puisqu'on parle du SMAVD, vous donner l'information que Vincent Daval est donc titulaire du collège au SMAVD, avec Bruno Laquet suppléant.
Vous vous rappelez de cette délibération où on avait délibéré un quota par habitant et qui sont donc présents aux réunions concernant toute l'animation qui est autour du SMAVD et notamment la véloroute. Ce qui s'est passé aussi, c'est que je tenais à remercier les services, surtout les services et les élus engagés pour les élections départementales et régionales que nous avons passées. C'était la première fois qu'on avait un double scrutin. Ça a demandé énormément d'organisation, aussi en amont. Ces élections se sont très bien passées, mais beaucoup d'assesseurs étaient nécessaires. Rappelez que malheureusement, c'est vrai que nous avons eu quelques assesseurs de liste des binômes engagés. Pour le deuxième tour, nous ne les avons plus eus et ça a créé quand même des difficultés de recherche d'assesseurs. Donc je tiens à dire que c'est la première fois que je fais un rappel aux élus de leur présence et de leur obligation d'État aux 2 tours des élections. Donc même si ça s'est bien passé, sachez que ça a été assez difficile à organiser. Le gymnase était pas le lieu idéal, ça nous en sommes tous convaincus, c'est pour ça qu'on a fait une rotation, mais en tout cas c'était un lieu nécessaire avec la Covid et une demande du préfet et c'était plutôt spacieux et ça s'est bien passé aussi. Donc merci à tous ceux qui se sont engagés dans ces élections et pour que ça se passe ainsi. Voilà, moi j'avais à dire que le prochain conseil municipal serait début octobre. On n'a pas encore fixé vraiment la date, mais on vous le dira au plus vite, puisqu'il faut tout faire le décompte dans le rétro-planning par rapport aux commissions et assez en amont, donc ce sera précisé. Donc on peut passer aux questions diverses sans trop les étendre pour rester bien dans les temps puisqu'il est bientôt 8 heures et ce sera parfait. Alors Armel et puis après M. Sambin. Alors il est venu me voir des Malemortés pour vous faire remonter une information, c'est-à-dire dont je vous avais déjà parlé il y a quelque temps. Ils sont venus me faire savoir que dans le village, dans le vieux village, eh bien, il y a des rats qui prolifèrent dans les rues, aussi bien le jour que la nuit. Je les ai vus moi-même. Donc, je vous en avais déjà parlé il y a quelque temps, et là, ça s'amplifie. Alors, je suis très étonnée de ce retour parce que, justement, lorsque ça avait été signifié, on a, mais peut-être Morissette peut préciser, des ratisations sont passées et ont été commandées et ça fait 2 fois dans l'année, donc aucun problème sur... aucun problème, mais on les voit, nous. Hein. Non, donc, mais il y a... aucun problème, il y est bien le problème pourtant. Il y a quand même des campagnes de dératisation, donc oui. On va faire plus. Eh bien, il faut en faire plus. Non, il y a 2 campagnes de dératisation régulières, 2 par an. Mais dites, ça prolifère. On les voit. Ils rentrent même dans les jardins de chez les gens. Alors c'est tout de même réel. Je les ai vus il n'y a pas longtemps. Donc elle a été faite il n'y a pas très longtemps. Je les ai vus les trucs. Sauf s'ils s'adaptent au poison qui est fait. Mais il faut trouver des solutions. Parce que vous savez les problèmes que représente. Oui, bien sûr. Vous savez les problèmes que ça peut représenter. Hein. Et les gens ne sont pas... Bon, alors, rassurer les personnes en disant que les campagnes de dératisation ont bien lieu. Elles sont régulières et chaque année. Et qu'on va continuer la vigilance là-dessus. Il me semble que c'est il y a 15 jours que j'ai vu une équipe qui est passée. Donc, voir s'il y a du résultat... non, et à ce moment-là, s'il faut en mettre 3, on en mettra 3. Là, ça prolifère, puisque dans la journée, ils promènent. Ouais. Avant, c'était que la nuit, maintenant, c'est même la journée. Bon, M. Sambin et Paula. C'est le sujet de la... Moi, sans vouloir mettre en doute le professionnalisme de ces sociétés-là, pour l'avoir vécu à l'école Saint-Michel,
qui est aussi dans le vieux village et et on était vraiment touchés par ce fléau-là. C'est-à-dire qu'à chaque vacances, quand on rentrait de 15 jours de vacances, les classes de salle étaient envahies par les rats. Donc c'était vraiment un gros problème qu'il y avait là-haut. Et donc nous avons fait intervenir des sociétés privées de dératisation. Mais quand je voyais comment ils travaillaient, sans vouloir mettre en doute les compétences des professionnels avec qui vous signez les contrats, attention, hein, ça ne m'étonne pas qu'il y ait toujours des rats, quoi, parce qu'ils venaient, ils mettaient deux petits trucs là, ils s'en allaient, quoi. Bon, on va surveiller le haut du village après le passage de la dératisation. Monsieur Sambin. Sinon on est des chats. Il y en a peut-être aussi un peu. Ou des chasseurs. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je suis un jeune élu, puisque c'est mon premier mandat. Du coup, j'essaye de me renseigner le mieux que je peux de partout. Et je regarde un peu les interactions entre la commune, la métropole et le conseil de territoire. Du coup, je lis les comptes rendus du conseil de territoire. Et là, j'ai lu celui du 31 mai 2021, point 22, modification du PLU. Enfin, c'est qu'un avis pour l'instant. Modification du PLU, numéro 2. Alors, j'étais un peu surpris, je ne sais pas dans quel ordre les choses se passent, mais faisant partie de la commission urbanisme, je me suis dit, il se passe un truc au comité de territoire dont la commission urbanisme n'est pas au courant. Je voulais savoir qu'est-ce qui va être modifié et comment ça se passe. Je vais vous le présenter, tout à fait. En fait, c'est la procédure classique, hein, et c'est loin d'être fini. Donc, sur le principe, donc, la compétence du PLU, elle relève de la métropole. D'accord ? Donc, depuis le 1er janvier 2018. Et chaque territoire est compétent des modifications à apporter et doit le signifier au conseil de territoire. Mais on n'est que dans des modifications mineures, parce que si on faisait une modification plus importante, elle engagerait les 17 communes du pays salonnais et donc obligerait en fait à reprendre tous les PLU. Donc chaque commune elle a cette connaissance et elle est sur des modifications simplifiées. Donc, historiquement, c'est important de voir comment ça évolue. Donc, en 2019, nous avions fait une modification numéro 1. Pourquoi ? Parce que on avait besoin, on avait une date butoir vraiment de 2017 où il fallait terminer le PLU et on avait besoin d'un petit régulation, on va dire, réglementaire dans ce numéro 1, puisqu'on avait terminé le PLU assez rapidement, donc ça a été une modification toute simple sur certains points. Un balayage réglementaire. Bon, pour le numéro 2, en fait, le pays salonnais est revenu vers nous pour prendre en compte si on avait encore des modifications à faire, et surtout, eux, pour le planifier. Parce que ça a un coût, chaque révision a un coût, et il faut que la métropole, elle le programme dans son budget, comme nous, des orientations budgétaires. Donc ils sont venus vers nous, et en début d'année de 2021, nous ont dit qu'on pourrait faire une deuxième modification, numéro 2, puisque les budgets avaient été accordés à toutes les communes qui souhaitaient faire une modification, parce que les maires en râlent un petit peu quand ça tarde, parce qu'on a des besoins là-dessus, et on argumente là-dessus. Donc, pour cette modification numéro 2, en fait, la délibération du Conseil des territoires, qui est aussi passée à la métropole, elle est très large. Elle est très large, c'est encore un balayage réglementaire numéro 2, et elle est très générale, parce que le travail n'est pas fini. En fait, il va maintenant, de la part de la métropole, travailler à ces modifications numéro 2 un peu plus finement et faire des allers-retours avec nous, donc avec la commission urbanisme, justement, et implication, pour dire qu'on a passé la délibération, elle est très générale, mais elle n'est pas exhaustive, et on pourra encore aller plus finement lorsqu'on va faire ces retours-là sur
exactement qu'est-ce qu'on modifie numéro 2 au PLU. Voilà. Donc voilà un peu les étapes, puisque après le dossier sera porté à l'enquête publique, hein, et du coup on sera à la connaissance des citoyens, bien entendu, mais ça ne se fait pas en amont. Voilà. On est juste dans la première phase de la modification numéro 2 du PLU, et ça va prendre un certain temps pour aller dans le détail de tout ce qui doit être modifié. Et du coup, ces modifications, elles seront discutées en commission d'urbanisme? Alors, on peut faire tout à fait un groupe de travail pour reprendre et ne rien oublier. Nous, les services savent déjà qu'il y a quelques points précis là-dessus, mais en effet, on pourra le travailler tout à fait ensemble. Je pense que quand on croise tous les avis, c'est toujours intéressant pour ne rien oublier, mais attention, on saura que sur des modifications mineures. Hein, voilà. Merci. Voilà. Et tout ce qui est en contentieux ne peut pas rentrer dans ces modifications-là aussi. Ça, c'est un point qu'il faut aussi savoir. Il faut que ce soit terminé pour après modifier. Voilà. Je vous ai tout dit sur le passage au Conseil du territoire et à la métropole sur la modification numéro 2 de la commune. Monsieur Platon. À ce sujet, donc chez la délibération de la commune, enfin de la métropole. Le territoire. Elle précise, comme c'est demandé, les points qui vont être modifiés. C'est pas open, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a cette délibération, on ne va pas pouvoir modifier autre chose que les points qui ont été cités dans cette délibération. On a balayage réglementaire, oui. Bon, sur le règlement, c'est open. En fait, à un moment donné, elle est quand même assez... Bien sûr qu'elle ne rentre dans la modification numéro 2 que ce qu'on peut modifier, réviser, alléger. On ne peut pas changer des zones, on ne peut pas changer... Voilà. Donc, c'est pour ça que les services l'ont orienté ainsi, mais tout en sachant que ce n'est pas totalement figé et pas finalisé. Oui, bien sûr, c'est pas finalisé, mais par contre, je ne sais pas s'il y avait des points qui, en dehors du règlement, qu'on aurait voulu rajouter, parce que je pense que les citoyens, les habitants de la commune peuvent avoir des idées pertinentes pour faire évoluer le PLU. Je ne sais pas si on pourra le faire. Je ne sais pas si on pourra le faire. Et c'est dommage de ne pas en avoir discuté avant. Mais non, je veux dire, c'est la procédure, c'est l'étape. On ne peut pas... Si, j'ai la note des services sur bas, et toutefois, telle qu'elle est rédigée, cette délibération n'est pas exhaustive sur la partie liée au règlement. Donc, on peut bien encore travailler là-dessus. Voilà, soyez rassurés. Tout n'est pas ficelé, réglé. Il y a des étapes à respecter. Et celle-là, c'est la première. C'est une modification normale, c'est pas une modification allégée. Non, c'est une modification. Ce que je veux dire, que, par exemple, les 2 opérations d'aménagement qui doivent être modifiées, c'est pour augmenter la densité. Peut-être pas obligatoirement. Les OAP c'est ce qui fait que ça peut pas être allégé. Voilà, on travaillera. C'est ce qui fait que ça ne peut pas être allégé. Donc. Non, mais là, je parle de modification allégée. Là, c'est une simple modification, c'est la raison pour laquelle c'est une délibération, ça ne génère pas de modification sur les autres plans locaux d'urbanisme. Donc, c'est une procédure hyper simplifiée, c'est une modification mineure, ça ne génère pas de modification sur l'esprit du PLU et des volets. C'est des ajustements, on va comme ça. Je suis d'accord. On ne parle pas de révision, de choses qui sont... Je ne parle pas de révision, je parle de procédure de modification et de procédure de modification allégée. C'est 2 trucs différents et les points qui peuvent être modifiés dans un cas et dans l'autre ne sont pas les mêmes. Bon, voilà. C'était juste, Monsieur Sambin, pour vous donner les différentes étapes et l'avancée encore de cette modification. Donc voilà, il n'y a pas, on est dans la totale transparence, il n'y a pas de
de vice caché dans cette délibération qui est passée. Et, voilà, j'ai un petit peu les oreilles qui traînent et des échos. Voilà, clairement, c'est un besoin et un PLU, ça vit. Et du coup, voilà, on a eu la numéro 1, on aura la numéro 2, on aura sûrement des numéros 3. Mais par contre, c'est vrai que c'est aussi très réglementé par rapport à la métropole et il a été demandé qu'on anticipe bien parce que voilà, les élus aussi avaient pour habitude de faire systématiquement une délibération ou une révision quand on voulait un point. Ben non, il faut que, pareil, hein, on soit aussi vigilant des sommes dépensées et de rassembler un petit peu ça pour avoir une vision sur le long terme là-dessus. Je vous l'ai dit. Ce que je retiens, c'est que ça portera sur des modifications mineures et que de toute façon, on sera intégré dans un groupe de travail pour voir les points. On l'abordera en commission d'urbanisme, pas de souci. Mais je veux dire, c'est que dans certaines communes, il y a quand même, pour la mise en modification d'un PLU, il y a quand même, il peut y avoir, c'est le maire qui décide, hein, il peut soit demander la modification lui-même, soit passer par une délibération, rien ne l'interdit. Et il y a des communes qui le font. La délibération, elle consiste à demander au maire de demander à la communauté de communes la mise en modification du PLU. Et ça permet d'en débattre avec tout le monde. Je vous rappelle que les débats sur le PLU et les modifications sont quand même un peu centrés sur chacun pour aborder cette démarche-là. Je préfère qu'on travaille en commission urbanisme avec des élus qui ont été élus aussi par les citoyens pour aborder les problématiques de chacun plutôt qu'une participation large citoyenne sur les modifications du PLU. Je ne parlais pas Platon, que de ça, je parlais ne m'y engagerai pas. Et dans le passage en commission, ce qu'on n'a pas fait là. Non, il y en avait, c'était pas oui, pas le temps. j'ai bien compris. Mais il y a des communes qui le font quand même. C'est ce que je veux dire. Nous, on ne le fait pas. Non, on n'a pas jusque là. Bon, si on a terminé les questions diverses, alors, encore une de M. Samba et une dernière de M. Platon. Je change complètement de sujet. Ouais. On peut avoir une réponse. C'est sur le périscolaire. Le périscolaire, j'ai rencontré beaucoup de familles, surtout nouvelles, qui ont de vrais problèmes pour obtenir des créneaux. On avait déjà parlé au sujet des crèches des difficultés pour avoir des créneaux pour garder les enfants, mais il y a tout un système de nounou, un secteur privé qui peut prendre le relais. Payer une nounou pour aller chercher son gosse à l'école à 4h30 parce qu'il n'a pas de périscolaire, c'est compliqué. Payer une nounou pour le mener à 7h chez elle pour qu'elle le mène à 8h30, c'est compliqué. Il manque vraisemblablement beaucoup de place. J'avais posé la question à ceux qui me semblaient les mieux placés, les élus, à la jeunesse, aux affaires sociales ou à l'éducation. J'ai pas eu... ça tombe très bien, M. Samba, parce que nous avons eu une réunion hier avec l'association Vivons Ensemble qui gère le périscolaire et je vais laisser la parole à Julien quant à l'éducation. Pour l'accueil périscolaire, c'est l'association Vivons Ensemble qui gère cet accueil périscolaire et nous sommes confrontés à des problèmes à la fois de classe, de locaux et de personnel. Nous avons actuellement un agrément pour plus d'une centaine d'enfants, sachant qu'il faut un adulte pour 10 petits et pour, on a dit 14 quand ils sont plus grands. Après, la difficulté, c'est de recruter des personnels qui puissent s'occuper de ces enfants. Il faut savoir que les contrats qu'on propose sont plutôt précaires. Ce sont des contrats de 6 heures avec 2 heures le matin. On peut rajouter 2 heures de temps méridien et le soir 2 heures pour l'accueil des enfants. Peu de personnes sont attirées par ces contrats qui ne correspondent pas aux envies des personnes. Donc on a ce problème-là. Autre problème, c'est les locaux. Il faut les garder dans les locaux, ces enfants. Dans les écoles, on a l'école Jules Curie qui les accueille. L'école Espélido qui les accueille et l'école Frédéric Mistral qui accueille à la fois les enfants du CE2 au CM2
de l'école principale, mais également ceux de Claudel, du CP et du CE1. On les a mutualisés dans cette école pour faire une économie de personnel en fait, et de place. Donc aujourd'hui, notre souci, et on en parle encore hier avec Vivons Ensemble, c'est de recruter. Voilà, il est là notre souci. Sachant surtout avec les conditions de diplôme qu'il faut, c'est la question que je me pose. Pourquoi une maman qui est mère au foyer, qui veut juste travailler 2 heures par jour, 3 heures par jour, elle serait moins apte à garder les enfants? Alors, on a une exigence d'avoir au moins un service de petite enfance ou un repas. En fait, ça, ce sont les règles de jeunesse et sport. Oui, voilà. Parce que c'est régi par jeunesse et sport. De 10 ou 20% de personnes non diplômées, si je crois les réglementations, que Vivons Ensemble a, mais on ne peut pas dépasser ce quota pour être dans la réglementation. Alors, du coup, le nombre de familles, justement, nous avons fait le point et clairement, il y a donc des quotas à chaque école parce qu'en plus, on est encore en période Covid et elles ont prévu la rentrée avec les normes strictes du Covid, c'est-à-dire pas de brassage d'enfants par niveau de classe. Donc, encore pour la rentrée à venir, elles ont pensé le périscolaire de cette façon. Donc, ça amène des contraintes supplémentaires. Bon, elles étaient plutôt rassurées parce que les parents inscrivent, mais certains n'ont pas encore leur emploi du temps et après redonnent du temps. Et on était au maximum sur une dizaine de familles qui n'avaient pas eu du périscolaire. Donc ça, les chiffres sont vraiment exacts, avec 4 sur Mistral, 2 sur Joliot. Non, Joliot avait encore des places, c'était Espédido. Voilà, donc par niveau de classe. Donc déjà, si les normes Covid à la rentrée sont allégées, elles pourront déjà accueillir plus d'enfants parce qu'on ne sera pas sur ce non-brassage de niveau de classe. Le deuxième point, c'est que des familles vont redonner du temps parce que c'est certains jours et elles ont mis les personnes sur la liste supplémentaire. Donc il y a 4 familles sur la liste supplémentaire sur Espédido, 4 familles sur Mistral et 2 sur Claudel. Elles pensent et elles travaillent comme ça que ces personnes-là auront sûrement, parce qu'elles ont aussi l'expérience des autres années, des places en cours d'année ou avec la charge de certaines familles sur la rentrée par rapport à ça. Alors, ce qui n'est pas énorme non plus sur les 100 familles là-dessus, mais qui peut poser en effet des problèmes de parents, surtout pour les nouveaux arrivants, oui, puisqu'il y a l'inscription d'abord des familles qui ont déjà des enfants au périscolaire et après l'inscription des nouveaux arrivants. Mais c'est ainsi aussi, nous on contrôle, parce qu'on a une convention d'objectifs avec l'association Vivons Ensemble, donc on a des objectifs précis là-dessus, mais à un moment donné, l'association a aussi sa souplesse de fonctionnement, mais elle se trouve vraiment en difficulté avec le personnel à trouver. Et pour la rentrée, il y a donc 7 personnes, donc elles ont lancé l'appel et tout, il y a 7 personnes à trouver dans ces besoins-là sur un des contrats de 6 heures. Voilà. Donc la priorité, c'est ça, c'est trouver le personnel pour réaliser les quotas. C'est embaucher 7 personnes pour répondre aux familles qui sont sur les listes d'attente. Ou pour répondre aussi à pour répondre aussi à ceux qui se sont inscrits. Voilà. D'accord. Dans le formulaire d'inscription, il y avait écrit la validation de la place se fera après concertation avec le service éducation de la mairie. Ouais. C'est les critères de validation? Non, nous c'est ça, la réunion de coordination qu'on a fait hier soir. On essaye d'harmoniser les demandes des familles pour les périscolaires entre Joliot-Curie et Espédido essentiellement. Donc pour les familles qui sont sur des secteurs d'harmonisation, pas de secteurs d'équilibre, quand on voit qu'il y a une demande de périscolaire, on essaye d'équilibrer entre les 2 écoles pour éviter justement qu'il y ait trop de demandes d'une école par rapport à l'autre. Parfois, là, c'est la situation actuelle, on ne peut pas l'éviter sans compromis. Donc on sait maintenant que les prochaines familles qui s'inscriront avec une demande de périscolaire, on les orientera plutôt vers Joliot-Curie. Puisqu'il reste des places. Voilà. Donc il reste une dizaine de places à Joliot-Curie
alors qu'il n'y en a plus sur Esperido. Donc en fait, voilà, c'est tout un équilibre, une coordination à réaliser. C'est un problème qui va s'accroître avec le temps. La commune s'étend, il y a de nombreux lotissements en cours de construction ou à venir. Alors je sais bien que ceux qui sont en CM2, ils n'auront plus besoin de ce périscolaire quand ils vont en 6e, mais statistiquement, le nombre d'enfants à garder en périscolaire va augmenter comme il y a un nombre Pas obligatoirement. On le voit qu'il y a une certaine stabilité. L'an dernier, on a augmenté de 10 places le périscolaire. C'est tout. C'était suffisant, ça fait une stabilité. Vraiment, c'est pas ce problème-là, puisqu'on peut augmenter dans les quotas. Le problème, c'est vraiment le personnel qui encadre et qui doit avoir ses certifications pour être trouvé. Et oui. Puisqu'on a des projets d'agrandissement des écoles Esperido et Le Curie, où dans notre cahier des charges, on marque un accueil périscolaire. Donc on va continuer à améliorer l'accueil en termes de locaux. Maintenant, effectivement, il reste toujours le problème du personnel qu'il faudra gérer pour compléter ces locaux qu'on va mettre en place. Et municipaliser le sujet, c'est une solution ou pas? Comment? Municipaliser? Non. Que ce soit la mairie ou l'association, le recrutement sera le même. Les demandes seront la même. Donc ça ne solutionne pas le projet. Le niveau d'occupation qu'on peut proposer à quelqu'un, même si ce n'est pas dans sa fonction principale, avec un BAFA ou un CAP petite enfance, il est plus facile dans une commune que dans... Oui, mais ça sera plus compliqué encore à l'embauche de fonctionnaires que en fait, non, parce qu'on ne peut pas mutualiser ce personnel. Alors, par contre, il y a un travail avec le CIBU sur la mutualisation dans les communes. Mais comme c'est complexe, parce qu'en fait, tout le monde a besoin de tout le monde en même temps. Et en même temps, il y a besoin d'un volume important de personnel. Mais sur ces petits contrats précaires, nous, au niveau de notre personnel communal, je prends par exemple les ASEM. Les ASEM, elles ont une journée du matin au soir chargée sur les 35 heures semaine, voire plus. Donc en fait, ce n'est pas du personnel qu'on peut aussi affecter. Et notre personnel technique, où on pourrait, avec des plannings, il n'a pas la qualification, ce n'est pas la même chose. Il est technique, il est sur le ménage, il n'est pas sur le périscolaire. Donc en fait, ce que la commune souffre, c'est qu'elle n'a pas d'étudiants, parce que souvent dans les grandes villes, c'est vraiment fait sur ces petits contrats-là, où on n'a pas de personnel qui aurait le BAFA l'été par exemple, et qui dans l'année continue à être sur un petit contrat qui leur permet de faire leurs études aussi, de suivre et tout. Nous, on n'a pas ça. Donc en fait, c'est très complexe. Financer le BAFA à des mamans qui voudraient un travail accessoire? Ce serait tout à fait possible et on l'a abordé. On a dit finalement, puisqu'on n'a pas ces jeunes-là, on n'a pas de fac là, il faut peut-être aller chercher des personnes d'un certain âge qui ont une expérience d'avoir élevé leurs enfants, mais qui sont encore dans cette dynamique de périscolaire, parce que c'est quand même un métier, parce qu'il ne s'agit pas de garder un enfant, il s'agit d'en garder 25 et d'être dans une dynamique de projet, parce que le périscolaire, ils ont vraiment un fil directeur et c'est toute une éducation aussi à avoir. Donc il faut aussi des parents pas trop âgés pour qu'ils soient aussi dans cette dynamique d'animation. Voilà. On avait fini les questions? Oui, une question. C'est à propos de la ligne 287. Je voulais remercier toutes les personnes et vous-même d'avoir trouvé une solution pour les usagers qui ont besoin d'aller à leur travail. Ça a été un peu long, mais ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits et même le soir pour rentrer, ça va plus vite qu'avant. Par contre, je voulais quand même alerter tout le monde sur l'évolution de cette liaison entre Verex, en particulier pour nous. J'ai retrouvé des chiffres de la commission transport du département en 2016, et c'est des chiffres 2013-2014. En 2013 et 2014, la ligne Cavaillon-Aix
transportait 38 000, enfin faisait 38 000 passagers. Et là, alors que la ligne 86, la Roque-Salon, elle en faisait 42 000 et 44 000. C'était presque équivalent. Il y avait vraiment un trafic. À l'époque, les gens disaient, ben, si d'Aix, on se débrouille mal, on peut arriver avec le bus plein, on ne peut pas prendre le bus, il faut prendre le suivant. Bon, et maintenant, la politique qui a été, qui semble suivie, c'est de supprimer, enfin vraiment de supprimer, tout semble avoir été fait pour supprimer cette liaison et cet axe transverse sur le département. Alors, la première chose qui a été faite, c'est le 87, la région l'a supprimé, la métropole n'avait pas du tout rien prévu en remplacement, rien du tout. Il a fallu se battre pour obtenir quelque chose. D'abord la prolongation de la ligne 87, puis la mise en place du 287. Et maintenant, entre guillemets, ça recommence. Là, pendant les vacances, il n'y avait rien prévu. Il a fallu s'exciter pour obtenir qu'il y ait un service public des transports qui permette aux gens d'aller travailler sur Aix. Voilà, mon alerte, c'est ça. On est arrivé de 38 000 passagers il y a 5 ans, enfin un peu plus, 6 ans, 7 ans, à des services qui nous expliquent qu'ils vont supprimer cette ligne parce qu'elle est plus prise. Alors, elle était plus prise parce qu'au lieu de la faire arriver à Aix au bon endroit, on la faisait arriver à Perpète, à Tripton d'abord. Déjà, ça a supprimé la moitié des gens qui s'en servaient. Et puis après, au Jas de Bouffan, pareil, à Perpète. Et donc, ouais, on dirait qu'il y a vraiment une politique pour supprimer cette liaison transverse. Voilà, c'était mon alerte. C'était mon alerte. Les chiffres, il faut aussi les voir avec les nouveaux services qui ont été mis en place. Et je l'ai déjà prévu pour les réunions sur le transport. C'est-à-dire que tous ceux il y en a beaucoup qui prennent l'axe Cavaillon qui vont sur Salon et qui prennent le direct. Tout ça, c'est pas calculé. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent le direct et qui va 2 fois plus vite. Et ces chiffres, c'est pas mis dans l'évolution. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est pas mis dans l'évolution. C'est ce qui a été mis en place par la métropole. Moi, je suis désolée, on ne peut pas comparer les chiffres des années dernières à aujourd'hui. C'est pas possible. Ça évolue, forcément, une dynamique, on ne va pas la garder pendant 100 ans. S'il n'y a plus personne qui la prend. Non, mais là, tout a été fait pour que les gens ne la prennent pas. C'est clair. Je vous souhaite de bonnes vacances. Oui, merci aussi. Bonnes vacances. 2 personnes, voilà, ça coûte une fortune. Donc, il y a des solutions qui Bon, et l'autre chose. Et vous restez cantonné à votre ligne. Moi, je ne reste pas Mais il y cantonné. a plein de solutions. Il y a le bus à la demande, il y a la ligne 86, il y a des. Je l'ai prise. Écoutez, la ligne. Par salon. Mais oui, quand vous m'avez dit ça, j'ai pris un ticket. J'ai pris un ticket et je fais le trajet. J'ai fait le trajet. Il m'a fallu. Alors pour l'aller, ça a été très bien parce que je suis descendu du 86, je suis monté dans l'autre. Ça m'a coûté 7,20 € au lieu d'1,20 € quand même. Et par contre, pour revenir, j'ai mis 2 heures. Hein. Pour revenir, j'ai mis 2 heures. Bon. Maintenant, alors, donc, voilà, mon alerte, c'est... Merci quand même de reconnaître qu'on n'est pas obligé de faire de grandes actions pour faire avancer les choses. On peut travailler aussi en sous-main et en relation établie avec la métropole, tout pour adapter. Et justement, le TAP permet cela. Ouais. Donc voilà. Maintenant, c'est une façon de travailler. C'est pas, maintenant, quand même, oui. Maintenant, si on n'avait pas été alerté par les usagers, on ne sait pas trop ce qui se serait passé. Hein. Le deuxième point, c'est que tout ce qui a été mis en place là, il n'y a aucune information
aucune information sur l'IBBus, sur le pilote, etc. On met en place un service et on n'en fait pas la publicité. Je suis sûr que si on en faisait la publicité, enfin si c'était connu, le seul site où on trouve des informations, c'est sur la mairie d'Alins. La mairie d'Alins, voilà. On sait comment on peut aller à Aix. Il y a le site Le Pilote. Oui, ben alors cherchez, vous allez trouver, alors allez-y. Allez sur le site Le Pilote, vous trouverez aujourd'hui les horaires du 287 qui n'existent pas. Voilà. Et le transport à la demande entre Malmort et Lambesc, il n'existe pas non plus. Il n'existe. Oui, non mais. Donc la métropole, non seulement elle fait tout pour détruire cette ligne, et en plus, quand elle fait des efforts pour mettre en place quelque chose, elle n'en fait pas la publicité. Elle n'en fait pas la publicité. Bon, c'est votre position. Non, c'est pas ma position, c'est mon observation. Parce que c'est pas en tenant. Non mais allez, va sur constructif sur les solutions. Tu prends Internet, tu fais le pilote et tu cherches le transport à la demande entre Malmort et Lambesc. Voilà. Tu cherches, tu auras les horaires du 287. Oui, bon. Il n'existe pas. Allez, il est suspendu pour cet été. Oui. Allez, merci à vous. Bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Et à bientôt.